Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Si Sex and Sun, quoi de plus normal que ce triptyque sur les plages en Espagne? Mais sous Franco, c'était loin d'être le cas. Un écrivain pourtant va réussir à parler désir, plaisir et lutte des classes tout en déjouant la censure. Dans l'inspiration, on passera quelques instants sur le sable avec lui. Il s'agit de Juan Marcé. Marcé raconte que, par exemple, ils lui ont fait enlever le mot « cuisse » et qu'il a dû inventer un néologisme qui n'existe pas en castillan, l'avant-jambe. La Martinique nous offrira notre recette traditionnelle du jour. Une recette qui, en plus, a le mérite d'éviter le gâchis, le trempage d'écrevisses. En fait, c'est surtout le pain de la veille qui est trempé. Le pain mouillé, c'était pour que tout le monde mange bien convenablement. Pour qu'on ait le ventre bien rempli après. Que la lumière soit à Hong Kong. La ville a compté jusqu'à 120 000 néons. Dans l'héritage, on pourra presque sortir nos lunettes de soleil en pleine nuit. Enfin, en Lituanie, dans le port de Klaipėda, je vous raconterai comment un marin, un simple marin, a provoqué un incident diplomatique entre les États-Unis et l'Union soviétique en pleine guerre froide. Ce sera l'incontournable. Et pour commencer, c'est la désormais traditionnelle devinette. Au XIXe siècle, qu'est-ce qui a bien pu attirer les foules jusqu'à l'émeute, passage Jouffroy à Paris? Ce passage est le premier à Paris à avoir été construit entièrement en métal et en verre. C'est aussi le premier à être chauffé par le sol. Autant dire que les Parisiens et les Parisiennes adoraient y faire leur shopping protégé et au chaud. Mais c'est un lèche-vitrine bien particulier qui, en 1851, va brièvement devenir l'une des principales attractions de la capitale. Savez-vous lequel? La réponse, je vous la donnerai tout à l'heure. Allez, c'est le moment de sortir le bikini, celui qui a libéré les femmes espagnoles, celui que porte Teresa, l'héroïne d'un roman sensuel et sulfureux signé Juan Marcé. Direction Barcelone pour l'inspiration du jour. Des corps qui se dénudent, attisent le regard et suscitent le désir. Une scène aujourd'hui banale, loin de l'être dans l'Espagne ultra-catholique de Franco. C'est ce qu'a magistralement mis en scène l'écrivain Juan Marcé avec son roman Teresa l'après-midi, improbable passion entre un voleur de moto, Manolo Reyes, et la fille d'un bourgeois catalan, Teresa Serrat. La vocation d'écrivain de Marcé naît du désir. Teresa l'après-midi est un roman d'amour, mais aussi d'argent, de privilèges, de classe. Dans chaque histoire d'amour, il y a aussi un rapport de force. Il y a toujours une personne plus riche que l'autre. C'est un roman qui a beaucoup à voir avec la subversion antifranquiste. Et tout ça, les censeurs ne l'ont pas vu. Il faudra attendre encore 9 ans avant que Franco ne meure. Mais Teresa l'après-midi donne aux Espagnols un avant-goût de fraîcheur et de sensualité. Et en s'aventurant dans des quartiers jusqu'alors inexplorés de la capitale catalane, il ouvre l'imaginaire de Barcelone. Du sommet du mont Carmel, à l'aube, il est parfois possible de voir surgir une ville inconnue, distante, comme rêvée. Barcelone, comme Rome, compte 7 collines. C'est le royaume du héros Manolo, un territoire aride, sauvage où débute le roman. Celle-ci est aussi connue sous le nom de la montagne pelée. En réalité, pour celui qui ne connaît pas bien Barcelone, cette colline est difficile à localiser car la ville s'est construite sur ce mythe d'une ville qui n'existe que dans le centre, l'Ensanche, la vieille ville, et autour de Gracia. Tout le reste n'est que périphérie. Hérissée de batteries anti-aériennes abandonnées, ayant servi aux républicains pour contrer l'avancée franquiste durant la guerre civile, la colline du Carmel fait figure de colline des vaincus. D'autant que ses flancs abritent alors un bidonville peuplé de ce que les riches Catalans appellent des migrants. Des travailleurs pauvres venus des régions déshéritées d'Espagne.
Il prenait un train, descendait en gare de Barcelone et il se cherchait une vie. Comme il ne pouvait se payer un logement dans le centre, il montait ici. C'est de ce petit peuple et de ce quartier du Carmel qu'est issu le héros Manolo Reyes. Marcé le surnomme le Piro aparté, le gosse de riche à part. Comme pour mieux souligner l'ironie de cet enfant pauvre, rêvant de s'élever socialement. Le Piro aparté vole des motos parce qu'il n'a pas de moyens de transport. En réalité, la moto lui sert à venir jusqu'ici. Mais il sait qu'il doit quitter cette montagne, prendre d'assaut Barcelone, tel Rastignac, car s'il ne descend pas en ville, il va rester coincé ici en haut et se transformer en momie. En chemin, le héros s'arrête parfois au bar Delicias, une institution du Carmel d'où il peut gérer ses combines. Une façon pour Marcé de montrer son attachement à ce quartier. Je vais faire honneur aux mythiques patatas bravas du Delicias. Ah oui, régale-toi. C'est le symbole absolu de ce monde de la périphérie. D'abord pour ces assiettes de patatas bravas, qu'on sert aussi dans les bars des quartiers chics, mais elles n'ont rien à voir avec celles-ci. Cela permet à Marcé de montrer qu'il y a deux Barcelone, car ceux des quartiers chics ne viendront jamais goûter aux délices du Carmelo. Un goût de la vie dont Juan Marcé connaît bien la saveur. Lui-même transfuge de classe, il est l'un des rares écrivains espagnols de l'après-guerre aux origines modestes. Autodidacte, sans diplôme, il travaille le jour et écrit la nuit. Après la publication de ses premières nouvelles à 25 ans, il démissionne de son emploi pour se consacrer à l'écriture. Je crois qu'au fond de lui-même, Marcé désire que le Piro aparté réussisse. Probablement parce qu'il y a un effet miroir. Marcé est lui aussi un fils adoptif, un fils des perdants de la guerre, qui a réussi à s'élever socialement grâce au miracle de l'écriture. Mais ce n'est pas par l'écriture que le Piro aparté, double canaille de Juan Marcé, va chercher à s'élever. Sur d'autres hauteurs de la ville, Sarria Sant Gervasi est le quartier huppé de Barcelone. Ils habitent des villas d'agrément, qui se voient à peine elles aussi, entourées de jardins. Dans le silence et les bruissantes frondaisons de l'oisiveté. Le royaume de la riche bourgeoisie, à laquelle appartient celle qui va faire chavirer le cœur du jeune bandit, Teresa. Cette maison pourrait être la sienne. Elle a été construite au début du XXe siècle. J'imagine celle de Teresa moins art nouveau, un peu plus néoclassique. Mais c'est une villa typique de ces bourgeois catalans qui se les transmettent de père en fils depuis des générations. C'est dans le jardin d'une villa comme celle-ci que le Piro aparté pénètre un soir de juin, s'incrustant dans la fête organisée par les parents de Teresa. Il y a une attirance des contraires. Les deux sont très beaux. Lui, avec ses cheveux longs, sa peau sombre, très méridionale. Elle, toute blonde, qui pourrait plus être européenne qu'espagnole. Teresa idéalise le Piro aparté. Elle le prend pour un ouvrier révolutionnaire clandestin, et ce qui l'attire profondément, c'est ce sentiment de danger. Teresa apparaît comme une enfant gâtée, une bourgeoise qui se rêve en rebelle, avec des idéaux politiques, ayant plutôt à voir avec une forme d'esthétisme que d'idéologie.
Pourtant, Marsay ne la décrit pas comme ça. Il ne la juge pas plus qu'il n'appuie sur ses contradictions, sur cette révolte qui peut sembler factice. Non, c'est juste une adolescente qui a un immense appétit de vivre, qui veut sortir de sa bulle de confort. Nous avons deux personnages qui aspirent à devenir autre chose. Je crois que le roman parle de ça, de ce que l'on voudrait être, de ce qu'on est prêt à faire pour y arriver. Pour moi, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. C'est un roman d'apprentissage sur ce que l'on attend de la vie. Les deux héros ne sont pas seuls au monde. Ils appartiennent à des univers que tout sépare. Si Teresa est bienveillante à l'égard des amis de son amant, le Piro aparté l'est moins, avec la bande d'étudiants progressistes qu'elle fréquente dans les bars de la Plaza Real. Pour lui, les étudiants étaient des animaux domestiques de luxe, qui démontraient avec leurs manifestations qu'ils étaient de parfaits imbéciles. À un moment, Teresa demande au Piro aparté s'il a déjà participé à une manifestation, s'il a été molesté par la police. C'est assez drôle. Le portrait que Marsay fait de la bourgeoisie est un peu cruel. Il dit que ce sont beaucoup de discussions, beaucoup d'images esthétiques de la Révolution, mais que ce n'est pas très efficace. Si le roman écrit par Marsay donne la part belle au Piro aparté, l'écrivain dresse en creux avec Teresa le portrait d'une héroïne qui porte en elle les prémices de la libération. La figure de Teresa tranche avec l'image que nous nous faisons de l'Espagne des années 50. Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de femmes à l'université. C'était un privilège de classe. Mais c'est une héroïne dans la mesure où elle s'oppose à sa classe. Elle s'oppose à sa famille. Elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle. L'aspect véritablement transgressif du roman se révèle à Blanes, une station balnéaire de la Costa Brava où les parents de Teresa ont leur résidence d'été. Il se souviendrait très longtemps de l'odeur de pollen qui émanait des pins, de la rumeur des vagues, des rafales de musique, de lumière et d'intimité. C'est un des rares endroits échappant un peu à l'ordre moral de l'époque. Le vêtement est un marqueur de classe, qu'on soit habillé de façon très élégante ou trop décontracté. Alors évidemment, le fait d'ôter ces vêtements élimine ou atténue d'une certaine manière les différences de classe. C'est pourquoi la plage est un territoire important car elle permet des rapprochements furtifs que personne ne voit, que personne ne juge. Des parasols multicolores, des seins frissonnants sous de légers maillots rayés, des cuisses dorées et flegmatiques. Le bikini, porté par les étrangères qui commencent à arriver à la fin des années 50, a été un accélérateur des pulsions de l'Espagne. On peut même dire que le port du bikini a été plus important en termes de lutte sociale que certains chants protestataires. Il a permis le réveil sexuel d'une Espagne incroyablement coincée et ultra-catholique. Teresa représente un bol d'air frais, la possibilité de prendre son destin en main, de montrer son corps sans honte, de pouvoir jouir de lui. Elle laissa les mains de Manolo lui caresser les cuisses, vers le haut. Et soudain, ses sens se remplirent à déborder d'un miel éblouissant. Parler de désir sexuel dans la littérature espagnole durant le franquisme, c'était très risqué. Les censeurs raturaient toutes les scènes chargées sexuellement jusqu'au ridicule. Marsay raconte que, par exemple, ils lui ont fait enlever le mot « cuisse » et qu'il a dû inventer un néologisme qui n'existe pas en castillan, « l'avant-jambe ». Mais derrière ce discours frontal sur la sexualité,
se cache quelque chose de plus subversif encore dans l'Espagne de Franco. Avoir rendu possible l'amour entre deux mondes. La conquête du corps de Teresa, c'est la conquête d'un futur. Le Pirro aparté, dans le roman, selon les mots de Marsay, appartient au banc des vaincus, qui sont dans la lutte constante pour sortir de la misère, de l'oubli. Et en liant son avenir à celui de Teresa, il peut dépasser tout ça, laisser son passé derrière lui. Il entra dans la jeune fille comme on entre en société. Extasié, solennel, fulgurant. Dans le roman, les chemins de Teresa et du Pirro aparté se séparent. Mais tous deux sont entrés au panthéon de la littérature espagnole, une histoire d'amour rattrapée par la lutte des classes. Quand vous êtes à Barcelone, si vous regardez la Sagrada Familia, vous pouvez voir un petit carré avec des nombres à l'intérieur. L'occasion de revoir ces tables d'addition, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, la somme des colonnes de ce carré donne 33, qu'on le lise de manière horizontale, verticale ou diagonale. 1 plus 14 plus 14 plus 4 égale 33. 1 plus 11 plus 8 plus 13 égale 33. Pourquoi 33 ? Dites 33 comme chez le docteur ? Non. Il est plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un âge, celui de la mort d'une célébrité internationale. Elles sont nombreuses, celles et ceux qui sont partis trop jeunes à 33 ans. Le chanteur Daniel Balavoine, le comédien John Bellucci, la nageuse allemande Daniela Zamulski, le boxeur Marcel Cerdan ou les comédiennes Carole Lombard et Dominique Laffin. Mais la mort qui nous intéresse se trouve, comme le trésor, à l'emplacement de la croix. Ce carré, qu'on appelle carré magique, est situé sur la façade de la Sagrada Familia, l'œuvre inachevée du génial architecte Gaudi. 33 serait donc l'âge du Christ. Mais ce carré, comme le reste des statues situées sur la façade de la Passion, n'est pas l'œuvre de Gaudi, mais celle de Josep Maria Subirachs. Très contemporaine, pour ne pas dire aride, ces statues sont très décriées par des milliers de personnalités du monde des arts et de la culture. Ces statues, mais aussi plus généralement les travaux entrepris pour achever la construction du bâtiment, avec des critiques qui ne mâchent pas leurs mots, évoquant la médiocrité des techniciens, et bim, ou la Sagrada Familia comme l'un des bâtiments les plus ringards et laids d'Espagne, et bam. Des travaux pour achever la basilique qui n'en finissent pas. On vise 2026 pour le centenaire de la mort de l'architecte et surtout accusé de ne pas respecter l'œuvre de Gaudi. Et c'est bien tout le problème. Comment respecter l'œuvre d'un architecte qui créait au fur et à mesure que les travaux avançaient et dont les plans ont brûlé dans son atelier au cours de la guerre civile en 1936 ? Gaudi est mort, fauché par un tramway en emportant avec lui les secrets de la Sagrada Familia. Il n'avait pas 33 ans, mais 73. Je ne sais pas si vous êtes déjà frotté à la calligraphie chinoise, en tout cas ça paraît insurmontable pour un occidental. Alors imaginez maintenant si vous deviez représenter un idéogramme avec un tube en verre pour en faire ensuite une enseigne lumineuse. À Hong Kong, certains ont gardé intact ce savoir-faire, c'est l'héritage. Des fluides invisibles qui se teintent de couleurs vives comme par enchantement. C'est l'histoire d'un gaz qui a fait plus d'un tube à Hong Kong, le néon. La nuit venue, grâce à cette alchimie, la cité revêt ses habits de lumière. Suspendues au milieu de ces rues étroites et animées, les enseignes lumineuses font la réputation de cette ancienne colonie britannique depuis un demi-siècle et figurent sur toutes les cartes postales. Les néons sont le symbole de ce phare du capitalisme en mer de Chine. Le surnom qu'on donne à Hong Kong, c'est la perle de l'Orient. C'est à cause de la lumière des néons. C'est pour cela qu'ils sont importants.
Et puis, il y a une fusion entre l'Orient et l'Occident. Les inscriptions en plusieurs langues en témoignent. Pour moi, comme pour beaucoup de Hongkongais, les néons font partie de notre ADN. C'est au chimiste et industriel français Georges Claude que l'on doit l'invention de ce tube lumineux en 1910. 20 ans après avoir conquis les grandes métropoles d'Europe et d'Amérique, les premiers spécimens arrivent en Asie. À Hong Kong, ces simples enseignes publicitaires sont devenues des œuvres d'art. Mais depuis une quinzaine d'années, cet héritage culturel est menacé. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les néons s'emparent des façades d'immeubles de Hong Kong, et plus précisément dans le quartier de Kowloon. À cette époque, des immeubles construits à la va-vite accueillent la plus forte densité de population au monde. Plus d'1 million de Chinois fuyant le régime communiste se réfugient dans cet îlot capitaliste, joyau de la couronne britannique. Hong Kong, l'un des 4 dragons asiatiques, est alors en pleine expansion industrielle et profite de cette main-d'œuvre bon marché. Pour les commerces qui fleurissent dans ce quartier nouvellement peuplé, la course à la visibilité est lancée. Les enseignes partent à l'assaut des hauteurs. À l'époque, il n'y avait pas encore de grands centres commerciaux à Hong Kong. On consommait et on se divertissait dans les rues, à l'extérieur. Et comme il n'y avait pas encore la télévision, comment les commerçants pouvaient-ils faire de la publicité, en dehors des encarts en noir et blanc dans les journaux? Les néons sont donc apparus comme la meilleure solution. Et c'était plutôt abordable. N'importe qui pouvait s'en procurer, que ce soit le vendeur de riz, le banquier, ou bien sûr les boutiques de thé traditionnelles. Tout le monde les utilisait. Bonjour. Je voulais vous demander quelle était l'histoire de votre panneau. Il existe depuis longtemps? Assez, oui. Depuis environ 50 ans. Mon grand-père voulait se démarquer dès le départ, pour que les clients sachent tout de suite ce que nous vendons. À droite du panneau, on a une tortue. C'est l'ingrédient utilisé pour le thé qui est vendu ici. Le bol et la cuillère permettent de visualiser le produit final. C'est une combinaison assez sympa, un peu comme un rébus. Dans ce quartier populaire, une enseigne scintille comme une lanterne à chaque coin de rue. Elle indique l'un des plus anciens commerces chinois, celui des prêteurs sur gage. Dans ce temple de la consommation et de l'entrepreneuriat, on aime aussi les paris et les jeux d'argent. Alors, on a souvent besoin de liquidités. Ce néon est devenu l'un des emblèmes de Hong Kong. C'est un commerce très répandu à Hong Kong. La partie supérieure est en forme de chauve-souris à l'envers. Et en dessous, on voit une pièce de monnaie. Le créateur a joué avec des mots qui ont la même sonorité en chinois. Une chauve-souris avec une pièce à l'envers signifie « le bonheur est là ». Les Chinois adorent les calembours, surtout s'ils portent bonheur. Vers la fin des années 70, la ville industrielle qui entretient un rapport décomplexé à l'argent se mue en une place financière internationale. Des gratte-ciels de plus en plus hauts accueillent les sièges des plus grandes entreprises et des banques et se coiffent alors d'enseignes lumineuses, lisibles à des centaines de mètres. Une façon pour ces marques d'exposer leur succès au monde entier.
La ville compte alors plus de 400 artisans néonistes, auprès desquels la demande explose. Ceux-ci perfectionnent leur savoir-faire au point de devenir de véritables artistes. Maître Wu a connu cet âge d'or. Il y avait beaucoup de travail à l'époque. On était des équipes de 3 ou 4 personnes. On dormait à l'usine pendant une dizaine de jours. On ne rentrait pas chez nous pour travailler en continu. On commençait le travail dès le réveil et on s'arrêtait quand on était trop épuisé. Ce travail rigoureux ne peut se faire qu'à la main. Une gestuelle qui se transmet de maître à élève. Apprendre à chauffer le verre sans le briser pour ensuite le dompter. Il faut savoir coordonner la main gauche et la main droite. Sinon, on n'arrive pas à tordre le tube correctement pour obtenir la forme finale. Après avoir chauffé le verre, il faut le maintenir avec les 2 mains, sans bouger, pendant un certain temps. J'ai mis 6 mois à apprendre toutes les techniques. Puis j'ai perfectionné mon savoir-faire avec les années. Aujourd'hui, quand je fabrique le néon, je le vois comme une œuvre d'art. Cela me procure des sensations plus fortes. D'autant qu'il faut d'abord maîtriser l'art ancestral de la calligraphie chinoise pour réaliser les modèles. Les 50 000 idéogrammes qui composent cette langue offrent des possibilités de création infinies pour les enseignes lumineuses de Hong Kong. Du premier coup de pinceau jusqu'au dernier, chaque artisan produit des néons différents, même si la différence est infime. Ici, les 2 caractères « mei », qui signifie beauté, sont différents. À droite, c'est une écriture plus carrée. Elle est facilement reconnaissable de loin. En revanche, à gauche, il y a une touche artistique. De loin, cela ne saute pas tout de suite aux yeux qu'il s'agit du même caractère. À la fin des années 90, les néons se superposent et envahissent les chaussées au point de constituer de véritables plafonds lumineux. Dans les années 2000, 120 000 panneaux ornent les rues de Hong Kong. Un enchevêtrement chaotique qui pousse les autorités à mettre en place une réglementation radicale en 2010 au nom de la sécurité des piétons. Les procédures administratives complexes découragent la plupart des commerçants qui préfèrent s'en séparer et se tourner vers des enseignes LED moins onéreuses. Les passants ne font pas attention, ils abîment les néons. Chaque néon démonté est un événement médiatique. Cela crée des dilemmes. Autrefois, les commerçants ne lésinaient pas sur les frais pour avoir la plus jolie enseigne qu'ils souhaitaient transmettre à la génération suivante. Maintenant, les nouvelles générations qui reprennent les commerces ne peuvent plus dépenser autant d'argent pour les entretenir. La plupart d'entre eux ne sont pas propriétaires des lieux. Les loyers coûtent trop cher. Ils ne savent pas combien d'années leur commerce pourra subsister. Tu peux m'aider avec celui-ci? Doucement. Je te confie mes bébés, je te fais confiance, tu sais. Oui, je sais. Pour nous, les néons appartiennent à l'histoire de ces commerces. Si nous ne les récupérons pas, ils partent tous à la déchetterie. Ils font partie du paysage urbain de notre ville. 90% des néons auraient déjà disparu. Mais depuis quelques années,
des initiatives citoyennes se montent pour sauvegarder ces enseignes lumineuses qui portent en elles l'histoire du territoire. On peut tester celui-ci. Oh, il y en a 2 qui marchent encore. Ils sont vraiment sales. Avec sa collection d'une 50aine de néons, Kardin Chan attend sa prochaine exposition pour éveiller les consciences. Regardez ce panneau, nous venons de le récupérer. Il a beaucoup de valeur car la calligraphie des caractères a été conçue par un maître dénommé Chan King-eung. C'est un vrai chef-d'œuvre. Et regardez celui-ci. La boutique dont il vient a été créée dans les années 40. On était en pleine Seconde Guerre mondiale et c'était les Japonais qui délivraient les licences commerciales. Vous imaginez toute l'histoire derrière ce panneau ? Il faut mettre en valeur l'importance historique de ces néons. J'espère qu'on pourra obtenir plus de moyens pour soutenir cet artisanat traditionnel de Hong Kong et pour attirer de nouveaux créateurs. 26 ans après la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine, alors que la population est encore en quête de son identité culturelle, des artistes s'approprient cet héritage. Désormais, il ne reste qu'une poignée de néonistes. Karen Chan est la seule femme formée à cet artisanat. Ses œuvres sont exposées en Europe et en Asie. C'est vraiment contradictoire lorsqu'on pense à Hong Kong. On l'imagine comme une ville cyberpunk, avec des néons. Mais quand les touristes viennent, ils n'en voient plus tellement. J'espère que mon travail artistique pourra aider à conserver cet héritage et aussi à trouver une nouvelle façon de les faire exister. Cette œuvre s'appelle Light as Air. Vous pouvez voir que le néon respire. J'aime les néons parce qu'ils me rappellent la vie. Ils sont en verre et se cassent facilement. Comme nos vies, nous sommes fragiles. Et en même temps, ils sont très malléables. On peut modifier leur forme, comme on peut changer le cours de sa vie. On passe à table avec un plat traditionnel de la Martinique, le trempage d'écrevisses. Ces crustacés qu'on part chercher avec Aude pour papille. Bonjour, je m'appelle Aude et aujourd'hui on est au Carbet. Je vais faire une recette de trempage d'écrevisses. Donc pour ce faire, je vais partir à la rencontre d'un vendeur mangataï. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je viens pour 1 kilo d'écrevisses, s'il vous plaît. Ouais, venez avec moi. Il n'existe pas d'écrevisses en Martinique à l'état sauvage. Tout ce qu'on trouve dans les rivières de Martinique sont des crevettes d'eau douce. Ça, c'est une véritable écrevisse qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et nous, on en fait l'élevage ici, en Martinique, parce qu'on a les conditions optimales de température. Et voilà 1 kilo. Super, merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous aussi. Au revoir. Je vais nettoyer les écrevisses, donc je vais les brosser pour enlever en fait le sable, les impuretés qui sont au niveau du ventre. Et lâche ça. Voilà. Alors là, je commence à préparer la marinade pour les écrevisses. Je vais prendre mon récipient et je vais pour que tous les aromates puissent bien s'imprégner. Ensuite, je rajoute un peu d'eau. On va venir en filmer et on va laisser reposer au frais. Voilà, on a le pain de la veille.
qu'on appelle le pain rassis. Le pain rassis va accueillir la sauce dans le sens où on va émietter notre pain avec de l'eau. C'est vraiment l'accompagnement de notre sauce d'écrevisse. On va enlever l'excédent d'eau. C'est une recette en fait qui est traditionnelle en Martinique. Il y a une manifestation qui s'appelle le trempage chaud. Ma mère en fait elle m'a appris à faire ce plat et depuis j'aime beaucoup cette recette. Là je prépare tout ce qu'il faut pour la sauce. Je mets 2 oignons, donc l'oignon normal et l'oignon pays, ce qu'on appelle aussi la cive. On va faire revenir les oignons, histoire qu'ils soient translucides. Et ensuite, je vais venir saisir mes écrevisses. Et on réserve le reste de marinade pour la sauce. Donc là, je vais mettre la tomate en 3 textures. Donc la pulpe de tomate, la purée de tomate comme ça. Et je vais rajouter un peu de concentré pour la couleur, parce qu'après on met de l'eau. C'est l'étape finale, donc je vais mettre en place le trempage. Et ensuite c'est parti, on se rapproche et on prend un peu de sauce et on mange. Alors vous aimez? Oui. Le pain mouillé, c'était pour que tout le monde mange bien convenablement. Pour qu'on ait le ventre bien, pour qu'on ait le ventre bien rempli après. Direction la Lituanie à présent. Dans la ville de Klaipėda démarre l'histoire d'un marin qui a provoqué une véritable tempête diplomatique. Son méfait, avoir sauté d'un pont à un autre. La suite, eh bien c'est dans l'incontournable. En Lituanie, la ville de Klaipėda est le point de passage à travers l'isthme de Courlande, une envoûtante langue de terre qui s'étire entre la Lituanie et la Russie. Le vent parfumé par les pins y caresse les dunes, et les vagues rejettent l'ambre sur le sable. Mais c'est une toute autre histoire qui s'y est déroulée, une histoire de guerre froide, un des bras de fer les plus rocambolesques entre les deux blocs. En novembre 1970, un immense chalutier congélateur qui récolte la pêche des chalutiers en Atlantique Nord quitte son port d'attache et met le cap vers l'Amérique, missionné par les autorités soviétiques. Ona Yurchute et son mari Anatoly Altoukov se souviennent parfaitement de ce voyage. Nous étions sur le Sovetskaya Litva, j'avais 23 ans et Anatoly 26 ans. Nous étions 150 membres d'équipage à bord. Moi j'étais aide-médecin et Anatoly, ton travail c'était... Opérateur frigorifique. Nous nous sommes rencontrés pendant le voyage précédent et là, on était déjà mariés. Le 23 novembre, le mastodonte soviétique mouille au large du Massachusetts. À son bord, il y a une délégation de l'industrie de la pêche de l'URSS qui doit s'entretenir avec leurs homologues américains au sujet de la surpêche. Les Américains s'approchent à bord du Vigilant, un navire des gardes-côtes, qui accoste le Sovetskaya Litva. Ils montent à bord, sous les yeux curieux des membres de l'équipage soviétique. Tout ce qui venait d'Amérique, c'était vraiment du domaine du rêve. Je me rappelle le capitaine américain. Quand il est monté à bord de notre bateau, il était beau et a dit bonjour si simplement. Et nous, les simples membres d'équipage, on est restés sur le pont du navire. Et on a tenté de communiquer avec les Américains qui étaient sur leur navire. Certains d'entre nous parlaient quelques mots d'anglais. Les hommes s'envoyaient des cigarettes. Ils étaient très amicaux. Sur le pont du Sovetskaya Litva, un homme décide de saisir cette opportunité exceptionnelle. Il glisse un mot dans un paquet de cigarettes
qu'il lance sur le pont du bateau américain, papier sur lequel il annonce son intention de faire défection. Mon cher camarade, je vais sauter du bateau russe et je vais partir avec vous. Si possible, donnez-moi un signal. Je vais guetter votre signal. Simas. Et après, un marin a dit qu'il avait vu quelqu'un sauter. Mais personne n'était sûr de quoi que ce soit. Et effectivement, il manquait un membre de notre équipage. Après, on a su que quelqu'un avait vu une personne sauter sur le navire américain, grâce aux bouées accrochées entre les navires. Et après, ils ont découvert que la personne qui manquait s'appelait Simas Kudirka. Ayant atterri sur le pont inférieur du Vigilant, Kudirka est accueilli par le commandant en second américain qui le cache en attendant les instructions de sa hiérarchie. Entre-temps, les soviétiques exigent que leurs membres d'équipage leur soient rendus, avançant contre ce dernier de fausses accusations de vol. Sur ordre d'un contre-amiral, commandant des gardes-côtes des États-Unis, le capitaine du Vigilant accède à la demande des soviétiques et livre le fugitif. Et ils l'ont ramené à bord, avec des menottes, seul, et on ne l'a plus revu. De retour en URSS, Simas Kudirka est interné dans la prison du KGB à Vilnius. Il est condamné en mai 1971 à 10 ans de camp. Pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. De l'autre côté de l'océan Atlantique, aux États-Unis, le refus si prompt de donner asile à un transfuge provoque un tollé. Le président Richard Nixon lui-même condamne la décision des gardes-côtes américains. Vigantas Vareikis, professeur d'histoire à l'université de Klaipėda, nous raconte la suite. Il y avait des manifestations devant l'ambassade de l'URSS, organisées par les Lituaniens, mais aussi par des ONG américaines. Et puis, pour les médias américains, c'était un gros morceau à se mettre sous la dent. C'est une super histoire à raconter. La mobilisation se poursuit, portée par des militants américano-lituaniens, 2 femmes en particulier, qui finissent par trouver un argument imparable aux yeux de la législation américaine en faveur de Kudirka. Les grands-parents de Kudirka avaient émigré aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, la situation économique en Lituanie était difficile. Et donc, la mère de Kudirka est née aux États-Unis, et après la fin de la Première Guerre mondiale, quand la Lituanie est devenue indépendante, toute la famille est rentrée en Lituanie. Ainsi, la mère de Kudirka peut prétendre à la nationalité américaine. Pendant 2 ans, elle ferraille avec l'administration soviétique pour la faire reconnaître. Enfin, en 1974, Simas Kudirka est libéré de son camp en Russie. Il est autorisé à émigrer aux États-Unis avec sa femme, ses enfants et sa mère. Un dénouement heureux rendu possible à la faveur d'un certain apaisement. 1974 était une année de détente, de réchauffement. Il y a eu les accords d'Helsinki et le régime de Brejnev a essayé d'améliorer les relations avec les États-Unis. L'Union soviétique, qui avait besoin d'acheter du blé aux Américains, a cédé sur certaines choses. Notamment, ils ont autorisé les Juifs soviétiques à quitter le pays. Et c'est dans ce contexte que les autorités ont fait un geste de bonne volonté et en 1974, ils ont laissé Kudirka partir aux États-Unis. L'ancien marin s'installe à New York, où il devient gardien d'immeuble dans le Bronx. Un film, un livre et récemment un documentaire racontent son histoire. Kudirka s'éteint en 2023, en Lituanie libre et indépendante, sa terre natale où il avait choisi de passer les 20 dernières années de sa vie. Il est temps de répondre à la devinette du jour. En 1851, qu'est-ce qui a bien pu attirer des foules de Parisiens, passage Jouffroy? Eh bien, c'est un lingot d'or qui était exposé en vitrine, et pas n'importe quel lingot. Son poids, près de 117 kilos. Sa valeur, 400 000 francs de l'époque. Et ce lingot, les Parisiens pouvaient éventuellement repartir avec. C'était en effet le grand prix d'une loterie organisée pour financer une expédition aux États-Unis. D'abord sceptiques, les participants à la tombola voulaient vérifier de leurs propres yeux l'existence d'un tel trésor. Ils se déplaçaient donc en masse, passage Jouffroy, et provoquaient de tels attroupements que le préfet de police en était effrayé, alors que Paris était en proie aux insurrections. 7 millions de billets de tombola ont été écoulés, un beau succès donc, et c'est un vigneron qui remporta le gros lot. En attendant, Bespalt.